La prochaine étape, c'est désormais de pouvoir faire en sorte que le domaine de Pluton puisse envoyer et recevoir des mails vers et depuis le domaine de Neptune. Alors, dans les étapes précédentes, on a détaillé la configuration de Pluton.org. On a notamment expliqué comment on installait le logiciel HMail Server ici sur cette machine, comment le configurer de manière à ce qu'il fasse un lien avec le domaine DNS qui gère Pluton.org. Nous avons mis en évidence le fait qu'il fallait créer des alias pour pouvoir gérer les noms SMTP, POP, POP3, IMAP et serveur.pluton.org. Et nous avons finalement créé des comptes de messagerie qui s'appellent Bob et Alice, associés au domaine pluton.org. Sur un poste client, nous sommes parvenus à installer le logiciel qui a permis en fait d'envoyer des mails, qui est Thunderbird. Donc ce logiciel Thunderbird nous a permis de mettre en évidence que Bob et Alice étaient en mesure de s'échanger des mails grâce au serveur de mail qui est donc ici sur le serveur. Et la prochaine étape étant que le serveur, donc ici, la prochaine étape étant que le serveur de Pluton soit capable d'envoyer et ou de recevoir des mails vers le serveur de Neptune.fr qui se trouve ici. Alors, pour que ça marche, nous avons mis en place des routeurs sous Linux dont nous ne détaillerons pas la configuration. Nous avons mis en place un système d'adressage IP permettant au poste client de Pluton.org que nous voyons ici d'envoyer des mails. Et donc, avant d'envoyer des mails, nous avons vérifié par ping. Alors, petit retour. Je suis aux commandes de ce PC là. Il a l'adresse 172.16.01 obtenue par DHCP. Je vais tenter d'envoyer un ping vers cette machine là qui a l'adresse 172.20.01 reçue par DHCP. Donc, j'envoie un ping de 172.20.0.1. Nous nous apercevons que ça fonctionne. Alors ça fonctionne parce que j'ai mis en place la chaîne des deux routeurs, j'ai mis en place les configurations, les routes. Toute cette configuration réseau n'étant pas détaillée dans cette présentation, je vous le rappelle. Mais il faut qu'elle soit en place. Alors par exemple, on peut néanmoins faire le test pour montrer le chemin emprunté par le ping. On va s'apercevoir ici que lorsque je fais un trace cert, qui est l'abréviation de trace route, eh ben, on pourra comparer que ça part d'ici, ça va atteindre ce poste-là, c'est-à-dire cette adresse 172.16.0.254, qui va atteindre une adresse sur ce réseau-là qui correspondra à cette patte-là, qui basculera vers cet ordinateur. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Ça prend un certain temps parce que la commande tracer sous Windows évalue les distances et les temps de réponse. Donc ça prend un peu de temps, mais on va la laisser se faire tranquillement. Et on s'aperçoit que, vous voyez ici, on est rentré par 172.16.0.254. Ensuite, on va vers 194.2.100.250. Ça veut dire qu'on est rentré ici, 172.16.0.254. Ensuite, 194.2.100.250. C'est l'adresse de ce point-là, là où, au bout de cette flèche, on peut dire. Ensuite, on va voir l'adresse de cette machine, 172.20.0.1. Normalement. Voilà. Donc ça fonctionne. Et le prochain objectif, il est de pouvoir pinguer les deux domaines depuis les deux postes. Alors pour ce qui est de Pluton.org, pas de problème. Pour ce qui est de Neptune.fr, problème. Nom de domaine non reconnu. Pluton.org, quand je suis ici, j'appartiens à ce domaine-là, j'ai tous les renseignements nécessaires pour pouvoir atteindre ce nom de domaine. Mais pour ce qui est de Neptune.fr, il faut que mon poste soit en mesure, au travers de ce routeur, passant par ce réseau et en rentrant ici par ce deuxième routeur, de pouvoir interroger ce serveur-là afin de pouvoir trouver l'adresse de ce poste-là, par exemple, ou bien de l'ensemble du réseau qui est ici. Pour ça,
Mon poste client fait des requêtes auprès de son serveur DNS, en l'occurrence celui-ci. Il faut donc que son serveur DNS soit lui-même en mesure de rediriger les requêtes vers ce serveur DNS. Et à ce moment-là, quand ce poste client fera une requête concernant Neptune auprès de ce serveur, elle sera redirigée ici auprès de celui-ci, qui donnera la réponse au serveur, qui la fournira au client. Ce concept de redirection est à mettre en place sur les serveurs DNS, c'est-à-dire qu'ici, sur le domaine, sur le serveur qui gère le domaine de pluton.org, je dois mettre en place une configuration de redirection vers le serveur DNS qui gère Neptune.fr. Et inversement, sur le serveur ici de Neptune.fr, je vais devoir mettre en place une redirection qui permettra à ce serveur de pouvoir atteindre celui-ci dès lors qu'il cherchera à parler au poste de pluton.org. Donc, comment fait-on? Sur le serveur de pluton.org, dans le DNS de pluton.org, nous allons mettre en place un redirecteur conditionnel. Donc ici, on voit qu'il n'y en a pas. On en crée un nouveau avec un clic droit de la souris. On indique le domaine vers lequel on veut rediriger nos requêtes, neptune.fr, et on indique l'adresse IP qui doit être celle du serveur DNS qui gère qui gère neptune.fr. Alors neptune.fr c'est 172.20.0.250. Alors on voit pour l'instant que la tentative de résolution échoue, tout simplement parce que le serveur ayant cette adresse ne fait pas autorité pour la zone, et il est normal que le serveur échoue. Néanmoins, on peut voir au bout de quelques secondes qu'il arrive à identifier le nom de la machine. Donc ça tend à prouver que cette adresse a été reliée, réussi à être jointe par mon serveur ici. Donc on va faire OK, on ne va pas attendre que ça passe au vert. Et on trouve donc le résultat de notre travail, neptune.fr, si on ouvre, adresse IP 172.20.0.250. Pluton.org 172.16.0.250. Neptune.fr 172.20.0.250. Alors, si je fais une requête sur Neptune.fr, cette fois-ci, on peut voir qu'elle fonctionne. Donc, c'est grâce au redirecteur. Alors, si on le fait ici et qu'on supprime le redirecteur, au bout d'un certain temps, ou après avoir vidé le cache DNS pour accélérer le processus, cette machine sera incapable de joindre Neptune.fr. Maintenant, on va se déplacer sur le serveur de Neptune, ici, et on va s'intéresser au DNS. Il gère la zone Neptune, mais il ne connaît pas la zone pluton.org. Nous lui rajoutons dans les redirecteurs conditionnels un redirecteur dédié à la zone pluton.org. Pluton.org 172.16.0.250. Nous faisons entrer. Ici, on voit qu'il fait une tentative de résolution. Pour l'instant, rien ne se passe. On va attendre un petit peu, mais quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà valider, puisque même si ça aboutissait en passant au vert ici, ça n'est pas utile d'attendre si on est sûr de respecter notre cheminement réseau, d'appliquer nos bonnes adresses IP et de ne pas se tromper. Alors maintenant on va faire un test depuis le poste client qui se trouve sous neptune.fr. Lui, il est sous neptune.fr. On va tenter de pinguer déjà l'adresse IP du poste client de pluton.org. Alors un petit retour sur le schéma, je suis actuellement ici avec l'adresse 172.20.0.1 et je cherche à pinguer le poste qui est ici qui aurait l'adresse 172.16.0.1 d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fonctionne, ça veut dire que la chaîne de routage fonctionne, que les postes sont bien allumés, et maintenant je vais tenter de pinguer l'adresse, enfin plus exactement le nom pluton.org. Et ça fonctionne. On peut voir ici que pluton.org arrive à être résolu
et on peut le pinguer. Donc, je peux d'ici par exemple faire un test d'accès au MX de Pluton.org et je devrais trouver l'adresse qui correspond à cette machine-là. Donc, on va faire le test. C'est ici, je vais faire un NSLOOKUP, un set type égale MX, et je vais chercher pour Pluton.org. Et là, assez rapidement, et c'est une bonne nouvelle, c'est de bon augure, on trouve une réponse qui nous indique l'adresse et le nom de la machine qui assume le rôle de mail exchanger, c'est-à-dire ce que l'on appelle le MX, pour le domaine pluton.org, alors que nous sommes membres de Neptune, non, pour le domaine neptune.fr, pardon, alors que pour le domaine pluton.org, je vais y arriver, alors que nous sommes membres de neptune.fr. Donc nous interrogeons le serveur de Neptune, nous obtenons un renseignement pour Pluton.org, c'est donc que la chaîne DNS fonctionne, la résolution est effective. Donc à partir de ce moment-là, on devrait pouvoir faire passer un mail de Neptune vers Pluton, de Pluton vers Neptune. C'est-à-dire que les comptes clients que j'avais créés dans le domaine Pluton.org doivent pouvoir envoyer et recevoir des mails entre eux. Donc Bob et Alice peuvent s'échanger des mails, mais aussi envoyer et recevoir des mails au travers de toute cette chaîne pour atteindre le serveur de messagerie de Neptune.fr. Neptune.fr, alors ça c'est les deux routeurs, hein, il n'y a pas besoin de préciser exactement leur configuration, c'est sans intérêt pour notre exercice, mais voici les deux routeurs qui me servent à établir la connexion. Ils sont conformes au schéma. Au niveau de la messagerie dans Neptune.fr, j'ai créé des comptes qui s'appellent Jean et Sophie, il me semble. Voilà, donc ici Jean et Sophie. Donc on va installer ici Thunderbird, mais je crois que c'est déjà fait. Donc ça a été fait en dehors de la présentation vidéo. Jean et Sophie sont donc capables de dialoguer avec ce serveur. Alors on vérifie, comme on l'a appris précédemment, que nous pouvons mettre en place le log, observer ce qui se passe quand Jean essaye de recevoir des mails ou quand Sophie essaye de recevoir des mails. On voit bien les requêtes qui ont lieu ici en pop. On va effacer ça. On va demander à Sophie d'écrire un mail à Jean. Donc Jean à Neptune.fr. Neptune, il me semble qu'ici, on va y arriver. Neptune. On va faire bonjour Jean. Alors là, il y a une faute. Bon, c'est pas très grave hein, pour la démonstration. Bonjour Jean. Comment allez-vous? Et on envoie le mail. Alors on va surveiller l'activité ici. On doit voir une activité SMTP. Donc voilà. Quant à Jean, ici, il va regarder le courrier entrant. On va forcer le relevage du courrier instantanément et on voit bien le mail arriver. On va aller sur le premier écran pour voir donc ce que nous venons de faire. C'est un envoi de mail de ce poste-là entre deux comptes clients, Jean et Sophie. Donc tout a été géré ici en interne par ce serveur de messagerie qui s'est appuyé sur sa propre configuration DNS, mais qui n'a pas eu besoin de rediriger vers Pluton.org puisque Jean et Sophie sont sur le domaine Neptune. Maintenant, nous allons sur le serveur DNS et de courrier électronique qui gère les comptes de Bob et d'Alice, c'est-à-dire le serveur qui gère la zone Pluton. On va aller voir le serveur de messagerie. On peut vérifier qui gère les comptes Alice et Bob. On va lancer au niveau
du log une vérification et on va cette fois-ci, alors on peut vérifier ici que Bob ici peut lire ces messages. On voit les requêtes ici, on ne va pas faire de démonstration d'envoi de courrier, nous l'avons fait tout à l'heure. On va demander à Bob d'envoyer un message à jean@neptune.fr. Mais avant de valider, je vais aller sur le compte où se trouve Jean, ici, et on va effacer tous les messages qui sont arrivés. Voilà, il n'y a plus rien ici. Et on va fermer le client Thunderbird. On l'ouvrira tout à l'heure. Mais pour l'instant, je préfère le fermer de façon à ce qu'il n'aille pas faire une requête instantanément. Donc Jean@Neptune est prêt à être adressé. On envoie un message de Bob. Bonjour Jean. Comment allez-vous sur Neptune? Alors c'est un petit message comme ça qui va montrer qui va tenter de montrer que l'on passe d'un compte de pluton.org à neptune.fr. On va surveiller l'activité ici et on envoie notre mail. Alors notre mail est envoyé ici. On vient voir ici côté des logs de Neptune. Voilà, on voit de l'activité qui a changé ici, avec un petit temps de décalage. On voit Jean qui a reçu un message de la part de Neptune, ici. On peut voir ici que il y a des messages en transit. Et on va demander, alors je vais même effacer les logs ici pour voir en temps réel ce qui se passe. On va ouvrir le Thunderbird où le compte de Jean est créé. Et on voit le courrier arriver avec la requête qui passe. Donc message de Bob. Donc Bob @pluton.org, message de Bob. Bonjour Jean, comment allez-vous? On va répondre à ce message en indiquant je vais très bien. Merci. Et vous-même. Donc ce message, on va essayer de le localiser ici. Et on va le voir arriver ici. Donc je vais effacer ici également. On va le voir arriver ici. Et on le verra arriver là. Peut-être pas instantanément, je serai peut-être obligé de faire relever le courrier. Pour l'instant, vous voyez, je le fais. On voit les requêtes, mais aucun courrier n'arrive. On va tout effacer. Aucun courrier n'est là. Retour sur l'envoi. Je vais très bien, merci. Et vous-même. J'envoie le courrier. La requête arrive ici. Sur l'autre serveur, la requête arrive. On attend un petit peu. On fait relever le courrier. Et il devrait arriver. Là, ce qui est curieux, c'est que je ne le vois pas. Alors, pourquoi je ne le vois pas arriver alors que manifestement il est arrivé? Je comprends pas trop d'ailleurs. Voilà, il est là. Donc, ça a mis un petit temps, j'ai peut-être été un peu trop pressé d'obtenir le renseignement. Donc ce qui s'est passé, même si j'étais un peu pressé, c'est que le serveur qui reçoit le mail fait une analyse qui consiste à vérifier qu'il n'y a pas de spam en s'appuyant sur les règles anti-spam par défaut préconfigurées et de virus. Donc il y a un pré-réglage qui est établi par défaut qui permet de faire ce test aussi bien à l'envoi qu'à la réception, qui rajoute un tout petit peu de temps comme on a pu le voir ici. Donc à ce stade des vérifications, eh bien, on peut voir que Bob, Alice, on peut se miser avec le compte d'Alice qui enverra un mail à Sophie par exemple, à Neptune.
Alors Sophie, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Message pour Sophie, entre parenthèses, c'est signé Alice. Bonjour, etc., etc. On va mettre dans ce message une petite pièce jointe, histoire de donner un petit peu de poids à notre système. Alors c'est peut-être pas forcément une pièce qui va être très lourde que je vais choisir. Alors, je vais plutôt en prendre une autre, ça sera plus révélateur. Donc par exemple, on pourrait prendre un petit programme tel que celui-ci, qui donne un peu de poids à mon message. Donc, 2 pièces jointes ici. On va nettoyer tout ça. On va vérifier tout ça. Et on envoie. Alors, c'est parti. On voit ici le transit. Rendez-vous sur le poste où se trouve Sophie. Le transit ici est arrivé. Pour l'instant, des messages sont en attente. Ici, on va pouvoir... Ici, on voit rien parce qu'il n'y a pas de relais d'activer, donc tout est en direct. Et on va pouvoir voir, donc le mail pour Sophie devrait arriver si je clique ici avec ces 2 pièces jointes. Voilà. Donc, 2 pièces jointes qui sont ici. Donc voilà, ça fonctionne. C'est pas forcément très visuel. En fait, en tout cas en ce qui concerne le côté client, oui. Côté serveur, bon, on voit de l'activité réseau. On voit de l'activité ici. Donc voilà. Donc, conclusion de cette opération. Et petit résumé de la situation. Pour que ça fonctionne, il a fallu sur les serveurs faire plusieurs opérations. Et l'opération essentielle, en fait, c'était d'indiquer dans le DNS des redirecteurs qui s'appellent des redirecteurs conditionnels parce que ce n'est pas des redirecteurs systématiques qui ne se soucient pas du nom de domaine, mais qui vont agir que si on souhaite atteindre un domaine spécifié par son nom. Alors, par exemple ici, pour le domaine Pluton, il suffisait de créer un redirecteur indiquant le nom du domaine et le serveur DNS qui en a la charge. Donc ça, si on ne l'avait pas fait, ça n'aurait jamais fonctionné, il n'aurait jamais été possible de trouver l'enregistrement MX du serveur de Pluton. Du coup, ça n'aurait jamais fonctionné. On peut tout vérifier, on l'a fait je crois tout à l'heure, mais si on fait un NSLOOKUP, sur le post serveur par exemple, on peut faire un setType égale MX et on va viser le domaine pluton.org. Alors, on trouve l'information. Maintenant, on peut viser le domaine neptune.fr et on va trouver aussi une information qui indique le domaine Neptune. Alors bon, même si ça se ressemble ici, les machines ne sont pas les mêmes. Alors, dans ma démonstration, c'est un petit peu trompeur. On voit que c'est pas les mêmes par leur adresse, par leur nom. Sauf si on regarde le début, on se dit mais non, c'est la même machine. Alors pourquoi c'est la même machine? Parce que j'ai fait l'indélicatesse, je dirais même l'imprudence et peut-être même l'erreur de cloner mes machines en fait. Du coup, elles s'appellent pareil. En fait, celle-ci, c'est tout simplement un clone de l'autre machine qui est ici. On va pouvoir vérifier tout de suite. Cette machine ici. Je vais faire propriété pour vous afficher le nom d'une autre manière. Vous voyez le nom là qui est ici, là ici au-dessus de ma souris, c'est le même que celui qui est là. Mais c'est simplement du fait que j'ai cloné les 2 machines. Par contre, au niveau des serveurs DNS, j'ai bien fait en sorte de donner des alias qui sont spécifiques au domaine, donc ici Neptune, et de l'autre côté Pluton. Donc il n'y a pas de confusion possible quant au nom de domaine pleinement qualifié. Voilà, donc dans cette démonstration, on a pu mettre en évidence que le transfert de mail
s'appuie sur la recherche de l'enregistrement MX, et on a pu mettre en évidence et découvrir que le serveur HMail Server fonctionne relativement facilement sans beaucoup de configuration, à condition de respecter les principes et les bonnes pratiques qui consistent à mettre les bonnes informations concernant les protocoles. Ce qu'on n'a pas fait volontairement, ce sont des erreurs qui auraient une conséquence. Alors je vais donner un exemple ici pour montrer en fait ce qui se passe. Comment vous allez voir ce qui se passe. On va retourner sur la messagerie. Donc je vais vous montrer que en fait le serveur, si vous vous souvenez bien, est tout à fait capable de bannir au bout d'un certain nombre de tentatives des comptes clients. Donc si on fait une tentative de 3 mots de passe ou 3 logins qui sont donc infructueux, et ben, on va loguer pour voir ce qui se passe ici au niveau des différentes possibilités, et vous allez voir que on va se faire bannir. Donc je lance le log ici et je vais faire l'erreur ici de modifier le mot de passe de Sophie. Donc ça doit être quelque part, je sais plus trop où. Au niveau de la sécurité peut-être, non, je sais plus où ça se trouve. Alors on va trouver ça, qui va donc consister à modifier et à mettre un mauvais mot de passe. Donc ici vous voyez qu'ici méthode d'authentification. Alors je vais peut-être changer ici par exemple ce paramètre. Alors ça concerne Jean. On va le faire pour les deux comptes ici. Et donc paramètres du serveur, mot de passe de transmission, on va mettre ça ici pour Sophie. Donc je pense que ça devrait suffire à créer un incident qu'on peut voir ici. Donc on va relever plusieurs fois les choses. Donc c'était 3 tentatives il me semble, et là on est à 4. Alors ça ne fonctionne pas, j'ai probablement pas joué sur le bon levier, donc je vais faire autrement. Je vais supprimer ce compte. Donc le compte Jean, je vais le supprimer et je vais le recréer en faisant l'erreur de me tromper. Donc configurer un compte de courrier pour Jean. Donc Jean, il est sur le domaine Neptune. Le mot de passe, je vais mettre n'importe quoi, AZERTY. Je vais faire continuer, configuration manuelle. Je vais faire un pop 3. Alors ça c'est la procédure qu'on connaît bien maintenant. Et je vais indiquer que c'est jean@neptune.fr qu'on va retrouver ici. On va retester. Alors, les paramètres ont été trouvés. On valide. On termine. Et on s'aperçoit que le mot de passe ici est, nous envoie une erreur. Et maintenant, voilà, j'ai fait 3 appuis sur la touche terminée. Il ne se passe plus rien côté serveur. On va le vérifier en faisant un clear et un redémarrage ici. Je reteste, vous voyez, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, regardez maintenant le test qui pourrait nous permettre de lever le doute. C'est que si je fais un NS, ou plus exactement un telnet
de smtp.neptune.fr sur le port 25. Ah oui, alors la commande telnet sur cette machine n'est pas en place, donc on va rapidement aller la mettre. Ça, on active la fonctionnalité telnet. Ça va relativement vite. Et on va pouvoir donc lancer la demande de connexion. Alors on l'avait fait dans le début de cette présentation générale sur cette messagerie. L'expérience qui visait donc à montrer que c'était un bon moyen de diagnostic. Là ça fonctionne, mais ça rend la main en fait, et ça, on devra avoir un 220 ok, donc ça rend la main, ça ne se connecte pas. On peut essayer le port 110, le pop, on est banni, on n'y arrive pas à se connecter. Par contre si on le fait sur la machine Pluton.org, sur laquelle on n'a pas fait d'erreur. Ah oui, alors là, je fais une erreur par contre, attention, là il va falloir attendre. Je fais une erreur sur le nom, là, cette fois-ci. Cette erreur est involontaire, smtp.pluton.org.fr n'existe pas, c'est smtp.pluton.org. On voit, le comportement est normal, puisqu'on a bien eu le OK qui s'affiche. Et si je fais ça sur le port 25, on va avoir un 220 qui exprime la bienvenue, qui s'affiche, donc ça fonctionne bien. Par contre, si on fait ça sur Neptune, on n'arrive pas à se connecter, ni sur le SMTP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a un bannissement ici au niveau de notre serveur, dû à cette configuration autobahn qui a été activée à 3. Et si on regarde les tranches d'adresse IP qui avaient été spécifiées, on peut voir ici en rouge, et on ne peut pas forcément l'ignorer, que à une certaine heure d'expiration, ici ça sera 20h48 et il est actuellement 19h51 dans cet exercice, que cette adresse IP est bannie. Donc évidemment si j'enlève et que je refais le test, on se connecte sans problème. Bon, donc voilà, cette spécificité de bannissement, elle est quand même très très pratique parce qu'elle sécurise l'accès au serveur. Lorsque vous êtes certain des mots de passe que vous utilisez, que vous ne vous trompez pas, vous pouvez la mettre à un essai. C'est-à-dire que si le premier n'est pas le bon, vous bannissez automatiquement le système. Donc ça laisse pas beaucoup de temps aux pirates pour essayer un dictionnaire de mots de passe. Il faudrait vraiment qu'ils aient une chance exceptionnelle pour arriver à vous pirater. Voilà, donc on va conclure cet exercice en rappelant que la messagerie est sensible pour l'entreprise et pour le particulier également. Il est donc suggéré de fonctionner avec l'authentification activée en permanence, c'est-à-dire le SMTPS, parce que par le passé, on pourrait se souvenir et relater pas mal d'anecdotes un peu fâcheuses où il était possible et facile d'utiliser n'importe quel service SMTP auquel on n'est pas du tout abonné, auquel on n'adhère pas, pour envoyer un mail vers n'importe quelle autre personne qui ne dépend pas non plus de ces serveurs SMTP. Ce qui veut dire que le SMTP que l'on utilise dans ce cas-là sert de tremplin ou de relais, et on dit que c'est un relais ouvert. Dans le début de l'utilisation de la messagerie sur Internet, tous les SMTP étaient en mode relais ouvert, et comme des pirates s'en sont aperçus et s'en sont servis comme des moyens de répéter des messages et donc de propager ce qu'on appelle aujourd'hui des spams, il est conseillé, la plupart des prestataires obligent même les connexions à être authentifiées, et après ça c'est notre affaire à nous, il est également conseillé de les
sécuriser en ajoutant le protocole SSL de manière à crypter les messages. Alors là, le cryptage c'est notre affaire, si on veut se faire voler son mot de passe, ça nous regarde, mais pour un prestataire, il n'est pas bon de laisser son relais ouvert qui servirait à des spammers de s'en servir pour inonder la planète de messages. Et du coup, aujourd'hui, il est assez peu probable que vous trouviez des relais ouverts sur Internet qui soient gérés par des gens sérieux. Donc ne le faites pas vous-même. Continuez à exiger l'authentification. Mettez des mots de passe forts et vous éviterez ce genre de problème de relais de mail. Voilà, c'est la fin de cette présentation. À vous de passer aux expérimentations. Faites-moi part de vos remarques et commentaires et difficultés rencontrées si vous le souhaitez. J'essaierai d'y apporter des réponses le plus promptement possible.